Mingus, c'est un nom, c'est un récit, mais c'est peu de choses d'autres, en fait. Voilà. Et donc l'idée, c'était comment incarner ce personnage, comment donner au nom, en fait, les traits physiques d'une œuvre matérielle et d'un parcours de vie. La maison Mingus a été donnée à la municipalité avec des charges qui ont été listées dans l'acte. Donc c'était un testament holographe qui ensuite a fait l'objet d'un acte juridique une fois que Mingus était mort. Et en fait, il est clairement indiqué que la contrepartie du don est la rénovation du lieu en vue d'en faire un musée. André Mingus est né à Strasbourg en 1904, à une époque où Strasbourg était allemande. Et très vite, les Allemands supprimant les écoles françaises, ses parents ont décidé de quitter Strasbourg et de vivre à Paris. Donc il est arrivé à Paris, jeune homme, il a fait ses études au collège de Janson de Sailly, puis à l'école du Louvre, où il a surtout étudié l'art de l'Extrême-Orient. Il a participé à la création du musée des arts et traditions populaires qui était installé au Bois de Boulogne. Et il a travaillé aussi au musée Guimet, qui est un musée, vous savez, d'art d'Orient. Mais compte tenu de sa santé, c'était un homme, je dirais, valétudinaire, et de ces gens qui sont maladifs, mais qui peuvent vivre presque jusqu'à 100 ans. Et donc, le projet de travail ne s'est pas réalisé, et il a quitté Paris, tout en gardant des relations, pour vivre avec sa mère qui avait épousé en 1914, en avril 14, un poète catalan, Louis Codet, qui malheureusement va être blessé grièvement et mourir en décembre 14. Donc il se retrouve avec sa mère, une enfant née de ce mariage, et ils vont aller à Bélem. Et là, à Bélem, André va commencer à faire des photos et à commencer à faire des installations, ce qu'on appelle maintenant des installations. Et ces premières photos, à la fin, après la guerre, il va les présenter à André Breton. C'était une génération qui était marquée par le surréalisme. Et André Breton avait une galerie rue Vavin. André va montrer ses photos à Breton, qui le regarde comme ça, avec un air un peu dégagé, et il lui dit, écoutez, les photos, ça ne m'intéresse pas, allez voir Benjamin Perret, ce qu'il fit. Il vit Benjamin Perret, qui lui dit, écoutez, dans quelques jours, j'ai rendez-vous, je passe une soirée chez Blaise Cendrars, il y aura Henri Miller, venez. Il entre, il montre ses photos. Miller était sidéré par les photos de gitans qu'André avait fait lors de ses voyages, puisqu'il avait hérité d'une vigne des consoeurs Lacombe Saint-Michel à Sals, et de temps en temps, il venait dans le département, et il était très impressionné par la beauté de ce département et aussi les gitans. Un livre a été édité, Le Petit des Hommes. Curieusement, André n'a pas profité de ses relations, il a continué à vivre à Bélem, puis ensuite, quittant Bélem en 50, il vient habiter Sals, il partage la maison avec Claude Simon. Claude Simon est son associé. C'est là qu'il photographie énormément tout le département. Il disait, j'ai photographié tout ce qu'il y avait à photographier. Ensuite, il achètera une maison à Yard, qui est un hameau perché au-dessus de Canaveil, et puis à Eus un peu plus tard. Et dans ces maisons, eh bien, il compose. Il a ramassé une quantité d'objets et il commence ses compositions. À Eus notamment, après avoir restauré la maison, eh bien, elle est entièrement composée. Et il a cette phrase qui lui va très bien. Il lui dit, je n'habite pas chez moi, j'habite chez mes objets. Il se partage donc entre Yard, Eus et la rue de la Cloche d'Or à Perpignan.
Il va vivre une trentaine d'années ici et il va décéder en 1999 à Perpignan. J'ajoute il a écrit de nombreux textes, il a écrit des pensées, des aphorismes, des essais. Et ces textes ont paru dans la revue Conflans, la revue de Prat de M. Lapassate. André Wick, pseudonyme d'André Mingus, quand il est photographe. C'est un photographe autodidacte qui commence donc sa carrière sur les chemins de Belém, dans l'Orne. Et son regard humaniste est empreint d'une immense tendresse. Il s'attarde principalement sur les enfants, les paysages, du Perche. Et en 1954, il publie l'album Les Petits des Hommes. Aux côtés de Gilbert Cesbron, qui écrit les textes, Yvan Dalin, photographe aussi, et Fulvio Reuter. Témoin de son temps et de sa Catalogne, de Sals à Yar, il parcourt la région en triporteur, son relais-flex autour du cou. Il sillonne le Roussillon à la rencontre des paysages et des habitants, qu'ils soient adultes ou enfants. Le soin maniaque qu'il apporte à la composition de ses projets de livres a malheureusement conduit à ce que ses nombreux albums demeurent à ce jour non publiés. André Wick, personne pittoresque, c'est un style à nul autre pareil. Il a ce sens de la lumière si particulier. Des points de vue photographiques, intuitifs, élégants, harmonieusement composés, il capture la beauté d'un monde qui semble s'échapper entre ses doigts. Et surtout, c'est un grand portraitiste. Il sait capter la profondeur de l'âme dans le regard de ses sujets. Il attend, patiemment. Il sait attendre. Le moment où le sujet se relâche, où la façade tombe et où la vraie pensée transparaît dans les yeux. Le moment décisif, cet instant où tout s'aligne, où le sujet baisse sa garde. Et alors, dans le regard, on voit apparaître la vraie pensée, ce qui rend ces portraits d'une intensité rare. Chaque visage raconte une histoire. Le style d'André Wick, c'est un ensemble harmonieux de poésie visuelle, de spiritualité et de primitivisme. Ses œuvres célèbrent la beauté simple, authentique des choses. Ses portraits, ses paysages, ses compositions géométriques révèlent une quête profonde d'un monde spirituel et humain. Un monde où l'homme est lié à la nature, où il se fond dans les objets avec une intimité silencieuse. Sa photographie, à la fois poétique et intemporelle, capte des instants fugaces dans un monde qu'il semble contempler avec une douceur mélancolique. Toujours à la recherche de cette beauté qui s'échappe sans cesse. André Wick s'inscrit dans la lignée des photographes humanistes tels que Robert Doisneau, Dieuze, Édouard Bouba et Isis, qu'il appréciait particulièrement. Comme eux, il porte un regard profondément empathique et tendre sur l'humain. Il sait capturer la vitalité, l'innocence des enfants, notamment ceux issus des communautés marginalisées comme les gitans. Mais ce qui le distingue, c'est son approche poétique. Chaque image est une tentative de saisir la beauté éphémère d'un monde qui disparaît lentement sous ses yeux. Une sorte de quête personnelle du temps perdu. La dimension spirituelle de son œuvre est omniprésente. Ses photographies traduisent une quête de simplicité, de vérité. Il met en avant les éléments bruts, les objets usés, les bâtiments vieillissants. Ce qu'il cherche, c'est révéler une présence spirituelle là où d'autres ne verraient que banalité ou dégradation. Son approche est proche d'une vision romantique de l'enfance, figure originelle et libre, un primitivisme qui renverse les conventions et valorise la pureté, la simplicité des choses. Le sens de la lumière d'André Wick est incomparable. Ses compositions sont marquées par cette lumière qui donne à ses images une aura inoubliable. Nadar disait « Ce qui ne s'apprend pas, c'est le sentiment de la lumière ». Nadar souligne que bien que les techniques de photographie puissent être enseignées, le ressenti de la lumière et la compréhension artistique de son interaction avec les sujets ne peuvent pas s'apprendre. Capturer l'essence d'un sujet
nécessite un sens inné qui va au-delà de la simple formation technique. Mais ce n'est pas tout. Il joue aussi avec les formes géométriques simples, rectangles, cercles, surfaces. Cela donne à ses œuvres une rigueur visuelle, renforçant encore plus leur dimension spirituelle. Voilà André Wick, un artiste qui photographie le mystère, qui sublime la lumière et qui contemple un monde où la beauté s'efface doucement devant lui. Alors, Antoine Montès est un personnage du vent, un des premiers romans de Claude Simon, publié en 1957. Le narrateur du récit raconte, je le cite, « J'avais fait sa connaissance peu de temps auparavant chez le photographe qui agrandissait les clichés destinés à illustrer l'ouvrage auquel je travaillais à cette époque, dans les moments de liberté que me laissaient mes heures de cours au lycée. De cette rencontre, il se rappelle la silhouette que je voyais alors pour la première fois, penché sur le comptoir lumineux, examinant des négatifs à l'aide d'une loupe collée à son œil, et qui le faisait ressembler, avec son long corps maigre, son visage ridé, ses mains osseuses, à l'un de ces amateurs de timbre-poste, un de ces personnages que l'on dirait sortis de Daumier, du type échassier, poussiéreux et râpé. Il se releva, déploya un mouchoir à carreaux, essuya longuement l'œil trop longtemps collé à la loupe, tandis que l'autre errait, vague, sur le décor qui l'entourait. Le narrateur mentionne aussi dans cet épisode romanesque un regard ardent, sous les sourcils se rejoignant à la base du nez, et le mépris des convenances que semble éprouver ce personnage. Toute l'ambiguïté du rapport entre réalité et fiction est ici sensible. Je n'ai pas connu André Mingus, mais j'ai idée que ceux qui l'ont connu sont fortement tentés de le reconnaître dans les traits de Montès. Montès, dont le nom même, par ses sonorités, est composé comme lui de 2 syllabes, ressemble à celui de Mingus. Et puis les 2 prénoms, celui de l'homme et celui du personnage, commencent par la même syllabe. André, Antoine. Au passage, Antoine était aussi le prénom du père de Simon. On est également tenté d'assimiler ce narrateur, enquêteur anonyme, sillonnant avec sa moto les routes et les chemins de la région, recueillant des témoignages divers et observant le monde pour en rendre compte, à l'écrivain lui-même. Et cette tentation est d'autant plus forte quand on sait, on peut l'apprendre dans la biographie de Mireille Caille-Gruver, que Claude Simon projetait, tandis qu'il écrivait Le Vent, de publier un album de photographies avec Prévert et couverture de Picasso. Mais dans la crainte que l'éditeur pressenti ne traite ses photos en matière touristique ou exotique, alors qu'il cherche à souligner l'insolite de l'existence et la découverte de celui-ci dans le quotidien, le projet traîne et ne reverra le jour que près de 40 ans plus tard, c'est l'album Photographie. Je connais mal l'ampleur de la querelle entre Mingus et Simon, mais je sais qu'elle fut forte, et que Mingus non seulement a trouvé que le portrait qui était fait de lui dans le roman était désobligeant, mais qu'il s'est aussi offusqué que le romancier ne lui ait pas demandé son approbation. Ce dernier, quoiqu'il n'ait jamais caché qu'il se sentait dépourvu d'imagination et qu'il écrivait à base de vécu, plutôt que de reconnaître l'ampleur de l'emprunt fait au réel, a défendu d'autres références et, à vrai dire, son livre qui était déjà sorti et auquel il tenait. Il s'est également étonné que Mingus prenne en aussi mauvaise part le portrait de lui, soulignant au contraire le caractère noble, bienveillant, estimable d'un personnage qu'il ne percevait pas comme négatif. Mais ce n'était pas l'avis de Mingus. Quand on sait le rôle de mentor que Mingus a eu avec Simon dans l'apprentissage de la photographie, quand on découvre la proximité entre leurs 2 œuvres photographiques, qui prennent y compris parfois les mêmes sujets, on se dit forcément que Mingus et Simon sont sans doute beaucoup plus fortement liés l'un à l'autre que Montès et le narrateur dans Le Vent ne le laissent croire. Qu'ils ne sont que 2, dans Le Vent, on nous laisse croire qu'ils ne sont que 2 photographes qui se rencontrent fortuitement chez un autre photographe. Alors, moi je voulais parler en fait de l'objet, de la chose et, figurez-vous, du pourrou. Le pourrou, c'est cette étrange carafe catalane qui permet de boire à la régalade, et vous verrez pourquoi, ce qu'elle fait partie de mon titre.
Alors je voulais commencer par citer non pas Mingus, mais un poème de René Char, un petit bout. Dans Le visage nuptial, René Char, poète du XXe, écrit « La parole, lasse de défoncer, buvait au débarcadère angélique ». Et je trouve que ce vers de Char, ces mots de Char, décrivent très bien le rapport de Mingus aux objets. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un rapport de prédation théorique ou artistique. Il ne s'agit plus pour l'artiste de donner forme à une matière informe, mais il s'agit précisément de partir des possibilités que l'objet lui-même recèle, ce qui est complètement inédit avant l'art du XXe siècle. Tout au plus peut-on penser que c'est avec Mallarmé dans le XIXe, fin XIXe, qu'arrive cette idée que le poème a, comme le dit Mallarmé, une existence indépendante et qu'il implique, je cite Mallarmé, la disparition élocutoire du poète. Et c'est exactement, me semble-t-il, dans cette filiation que s'inscrit Mingus. Il milite non pas pour sa propre disparition, mais il milite pour les objets et dont il se fait le porte-parole. Alors, évidemment, quand on parle des objets, cela ne veut pas dire que l'artiste n'est plus là. L'artiste est encore là, qui agence les objets, serait-ce pour créer ce que vous avez sous les yeux, à savoir des compositions ou ce que, en art contemporain, on appellera des installations. C'est-à-dire non plus des images sur châssis, comme si on prend l'exemple de la peinture, ou des œuvres plastiques comme en sculpture ou en modelage sur pied, buste ou autre, mais des œuvres qui entrent en résonance et comme en dialogue avec l'environnement dans lequel elles se trouvent. En gros, si on veut définir simplement l'installation ou la composition, il y a d'une part un dialogue des éléments entre eux qui crée la composition, mais un dialogue aussi de l'œuvre avec l'espace où elle se trouve, d'où l'importance de la pièce aux étoiles dans la maison Mingus, évidemment, qui est un exemple d'installation, enfin de composition, d'installation et sans doute aussi d'œuvres immersives. Donc, ce qui marque le caractère résolument contemporain de la création de Mingus. Alors, du coup, Mingus fait confiance à l'objet et il ne serait pas d'accord avec, je pense, Aristote, lorsqu'Aristote dit que la cruche d'argile n'est pas l'argile, mais ce pourquoi la cruche est faite, c'est-à-dire contenir de l'eau ou du vin, et pouvoir en verser. C'est-à-dire que ce qui fait pour Aristote l'objet, c'est sa finalité. Et longtemps dans l'art a prévalu cette idée que en fait, l'artiste donnait forme à une matière informe. Voilà. Et c'est exactement le contraire que fait Mingus. Il ne pense pas du tout l'objet en fonction de la finalité ou de la fonction qui est la sienne. Il le pense réduit à sa présence, en fait. Il y a une réduction, un réductionnisme chez Mingus assez évident, très parlant, dans le travail de photographie de Mingus. Alors, on parle d'objets, je parle d'objets, mais sans doute faudrait-il plutôt parler de choses, puisque dans le courant du XXe, cette confiance ou cette écoute de la matérialité, elle s'est radicalisée au point qu'on n'a plus parlé d'objet, parce que l'objet, il est toujours objet par rapport à soi. C'est-à-dire que l'objet, il est toujours défini par un sujet qui perçoit. Tandis que la chose, elle a une existence propre. Et on a monté d'un cran, si vous voulez, je pense notamment au travail de Francis Ponge, qui écrit non pas le parti pris des objets, mais le parti pris des choses. Et là, on a essayé de concevoir une matérialité qui pouvait être absolument indépendante de tout acte créateur. Alors, c'est exactement, me semble-t-il, ce qui se passe dans l'art contemporain, notamment dans ce faisceau de divers mouvements qu'on a appelé l'art informel, où précisément le geste créateur est appauvri. Il est appauvri, c'est le concept de l'arte povera, qu'on prend à tort, enfin pas à tort, mais qu'on réduit la plupart du temps au fait de travailler avec des matières non nobles, mais qui ne se réduit pas à cela précisément. La première affirmation théorique de l'arte povera, qui fait partie de l'art informel, c'est l'appauvrissement du geste créateur. C'est-à-dire, en fait, le créateur n'est là que comme un passeur. Je crois qu'avec les images qui défilent, même sans les avoir commentées, vous devez avoir une idée
et une illustration, j'espère en tout cas, de ce que je suis en train de dire. Donc, ça c'est pour ce qui concerne la gradation objet-chose. Je voulais aussi parler, puisque je parle d'art informel, faire une référence à Tapiès, qui est le grand artiste du matérialisme, parce que précisément chez Tapiès, il y a ce procédé de la matérialité qui est à l'œuvre, et il est juste là, il donne une piche nette, si vous voulez, à ce qu'il fait, mais il ne décide pas du devenir de l'œuvre. Et il appelait ces objets, ce qui me semble bien collé avec l'œuvre de Mingus, des talismans. Et les objets de Mingus sont investis comme ça d'une charge symbolique, magique, au point qu'on pourrait aussi dire qu'il s'agit de talisman. Et là, on voit bien que le talisman, c'est une émanation de la chose elle-même, de la choséité. C'est pas décrété forcément par l'artiste. L'artiste, il est juste là pour mettre en scène la chose en elle-même. Enfin, le dernier mouvement de cette gradation, j'avais parlé du Pourou tout à l'heure. Alors j'ai parlé du Pourou parce que je ne voudrais pas laisser à penser que Mingus travaille avec des concepts ou des idées. Il travaille avant tout avec des objets situés, et situés aussi dans un tissu social, affectif, pratique. La vie pratique, il y a beaucoup d'outils chez Mingus, et des outils qui précisément, parce qu'ils sont sortis de leur sphère d'utilisation, peuvent être vus comme choses, comme Heidegger le disait. En tout cas, le Pourou, pourquoi? Parce que les objets, ils sont là sous la main. Et donc, quelque part, Mingus, il donne dans une forme de primitivisme, entendu non pas comme un rapport aux arts premiers, ce qu'a été le primitivisme dans l'art moderne depuis les années 1860, mais entendu comme le fait de prêter oreille au folklore et à quelque chose de vernaculaire dans l'art. C'est-à-dire, l'art, c'est pas seulement des créations ex nihilo, c'est aussi des créations à partir de choses ou d'objets qui vivent parmi les hommes, ou les hommes vivent parmi ces objets, ces choses, ces tâches, ces outils, etc. Et on ne peut pas se détourner du folklore sans se fermer justement à la puissance d'évocation des objets du quotidien. Précisément dans le Pourou, il y a une petite entrée, plutôt une petite sortie et une grande entrée. On voit le liquide, le muscat, comme ça, avec un geste, etc. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les deux entrées ne sont pas les mêmes, et presque il faudrait que ce soit un Pourou inversé, pour parler de Mingus, c'est-à-dire que, en fait, ça entre par un petit orifice, et ça prend ensuite une allure de chose universelle. Et c'est ça, quelque part, qu'on peut appeler le primitivisme. C'est la capacité à voir ce qu'il y a d'universel dans le particulier. Et c'est la raison pour laquelle son œuvre aussi, elle s'est beaucoup inspirée de ce qu'il avait là, sous les yeux, dans le pays, en fait. Tara Steimer, elle m'a appelée pour l'aider à travailler sur l'inventaire. Le postulat aussi était d'essayer de faire un inventaire avant un projet de mise en valeur. La salle des étoiles, avec toute une série d'objets qui sont un tout, puisque apparemment pour Mingus c'était vraiment un tout que cette salle, mais cette salle est composée de plusieurs petits tout, de toute une série de scénettes. Mais nous, en tant que conservateurs, et par rapport à un projet de valorisation, il fallait avoir aussi une autre démarche, essayer de faire un état des lieux au niveau de chaque matériau, de la conservation des objets. Et donc, il n'y a pas qu'un objet, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est chaque fois une petite mise en scène avec des scénettes qui veulent raconter quelque chose ou pas du tout, ou simplement un effet esthétique. Et donc, c'est extrêmement compliqué parce que, en tant qu'archéologue, en général, on a l'habitude de présenter un objet avec une fonction. Et là, la fonction est complètement détournée, c'est vraiment autre chose. Et c'est généralement des installations très composites au niveau des matériaux. Il y a du bois, il y a du métal, il y a de la corde, des végétaux. Et tous ces matériaux ne se conservent pas de la même manière, soit in situ, soit dans des contenants différents. Et donc, on a commencé à faire un inventaire, scénette par scénette, en mesurant, en identifiant chaque objet, donc la fonction de chaque objet est dans ce tout. Donc, en fait, ce n'est pas chaque objet que l'on a inventorié, mais la scénette, avec à l'intérieur chaque fois ces petits objets qui ont été mesurés, qui ont été identifiés au niveau du matériau, qui ont été identifiés au niveau de la fonction,
et essayer d'avoir aussi quelque chose de très précieux, c'est-à-dire des anecdotes liées parfois à ces scénettes, avec les souvenirs de Gérard Milon qui sont effectivement très précieux, parce qu'en archéologie, évidemment, on n'a jamais ceci, alors que là, on a parfois des petites anecdotes, pas pour chaque scénette, mais très souvent des petites anecdotes liées à ces objets, qui sont une plus-value et une manière aussi de mettre en avant ce qu'a voulu montrer l'artiste. Il y a toute une série d'objets qui sont vraiment complètement détournés de leur fonction et de leur lieu habituel, puisqu'il y a des petites statuettes qui proviennent de cimetières ou autres. L'ensemble des objets sont relativement bien conservés, à part les objets en bois. Les objets en métal, généralement, ils ont été choisis parce qu'ils étaient déjà rouillés, parce qu'ils étaient déjà corrodés. Pour certains, il y a une corrosion active, mais dans la plupart des cas, c'est un état stable. Pour les végétaux, c'est un peu plus compliqué. S'il y avait une présentation, il faudrait peut-être retrouver les fleurs, les sécher et refaire des compositions.